Donc, moi, je suis Charlotte Sonigo, je travaille dans le service de médecine de la reproduction à Antoine Béclair. Et donc, on s'est pas mal intéressé justement aux différentes techniques de préservation de la fertilité, à leurs bénéfices et à leurs risques. Et donc, je vais vous parler de ça aujourd'hui. Donc, comme vous le savez, le cancer du sein chez la femme de moins de 40 ans, c'est pas si rare. Et c'est donc le cancer le plus fréquent chez la femme en âge de procréer, avec des bons taux de survie. Et on sait qu'il y a une diminution de la fertilité après cancer et que cette diminution de la fertilité, elle est liée à deux aspects, à la gonadotoxicité des chimiothérapies, mais aussi au projet parental qui va être différé. Et donc, les femmes qui sont atteintes d'un cancer vont être soumises à l'altération de la fertilité liée à l'âge. Et on sait qu'il y a une altération de la fertilité liée à l'âge de manière assez importante, essentiellement à partir de 36 ans environ. Et donc aujourd'hui, il est très difficile de prédire la fertilité après cancer. Et donc il y a des recommandations de la Société européenne de médecine de la reproduction qui ont essayé d'évaluer un peu les facteurs prédictifs de fertilité après cancer. Et on sait que c'est difficile de les prédire parce qu'il y a énormément de facteurs qui vont rentrer en cause, notamment l'âge au diagnostic, les paramètres de la réserve ovarienne au moment du diagnostic, le type et la dose de traitement qui vont être reçus. Donc ça, c'est les traitements qui sont connus. Et puis aussi des facteurs qui sont probablement qui impactent aussi probablement la fertilité après cancer, mais qu'il est plus difficile de bien connaître leur impact, notamment le tabac, l'indice de masse corporelle, la présence de certaines mutations, le type de cancer, et puis certains nouveaux types de traitements. Donc quand on essaye de regarder dans la littérature les chances de grossesse après cancer, les taux de grossesse après cancer sont très variables dans la littérature, mais il faut faire attention, ces chiffres ne prennent pas en compte le désir de grossesse. Et quand on regarde les études qui ont évalué les chances de grossesse chez les femmes qui avaient un antécédent de cancer et qui avaient un désir de grossesse par rapport aux femmes qui n'avaient pas eu d'antécédent, on montre qu'il y a quand même une diminution des chances de grossesse d'environ 40%. Et ces femmes qui ont un cancer du sein vont avoir un désir de grossesse. Quand on évalue le désir de grossesse avant le traitement du cancer, il y a effectivement beaucoup de femmes qui n'ont pas encore terminé leur projet parental, notamment à cause de l'âge de la première grossesse aujourd'hui. Et dans les études plutôt anciennes, ils montraient qu'il y avait plus de 50% des patientes qui pensaient vouloir concevoir au moment du diagnostic. Quand on s'intéresse aux patientes qui ont un antécédent de cancer du sein, après la prise en charge du cancer, il y a toujours ce chiffre à peu près identique de, dans cette étude, 40% des femmes qui ont eu un cancer qui seront intéressées pour avoir une grossesse. Et donc aujourd'hui, se sont développées des techniques de préservation de la fertilité et des consultations donc aux fertilités font partie du parcours de soins de nos patientes. Aujourd'hui, il y a plusieurs techniques de préservation de la fertilité qu'on peut proposer aux femmes atteintes d'un cancer du sein. La stimulation de l'ovulation avec une congélation d'ovocytes après stimulation, la congélation d'ovocytes ou d'embryons sans stimulation hormonale préalable, donc c'est ce qu'on appelle la maturation in vitro, la cryopréservation du cortex ovarien et le traitement médical, notamment avec les agonistes de la GnRH. Et donc pour choisir le type de technique de préservation de la fertilité, comme pour tout en médecine, il faut peser la balance entre les bénéfices et les risques. Donc les bénéfices, on va en parler assez rapidement. Déjà, on sait que dans la littérature, il a été montré que les femmes qui avaient eu une technique de préservation de la fertilité avaient a priori plus de chances de naissance vivante que les femmes qui n'avaient pas eu de technique de préservation de la fertilité. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Après, il faut faire attention, il y a un biais de sélection important, c'est-à-dire que les patientes qui ont eu une préservation de la fertilité, c'est des patientes qui étaient intéressées pour avoir une grossesse et qui avaient probablement un désir de grossesse à l'issue. Et puis c'est aussi des patientes qui avaient probablement aussi des facteurs prédictifs de survie meilleurs puisqu'elles étaient adressées en préservation de la fertilité. Donc il faut faire attention à tout ça et on va le voir pour la suite. Ensuite, on se pose beaucoup la question de l'efficacité de nos techniques de préservation de la fertilité. Donc jusqu'alors, il y avait peu de données et des données dans plein d'études très disparates. Et donc il y a une revue systématique avec une méta-analyse qui vient d'être publiée par une équipe française qui a essayé de regarder réellement les femmes qui avaient congelé des ovocytes ou du cortex ovarien, qui les avaient réutilisés pour voir réellement les chances avec les techniques de préservation de la fertilité. Donc c'est tout juste sorti là en décembre 2022. Et donc dans cette étude, c'est une étude où ils ont pris tous les cancers confondus et les pathologies hématologiques.
Donc, ils n'ont pas pris les autres indications de préservation de la fertilité. Et donc, ils montrent que chez une femme qui a congelé des ovocytes, donc là, c'est quel que soit l'âge et quel que soit le type de cancer, il y a 177 femmes incluses dans cette méta-analyse. Il y a 32% des femmes qui ont congelé, qui ont réutilisé, qui ont réussi à avoir une grossesse avec l'utilisation des ovocytes congelés. Et ils n'ont pris ici que la stimulation de l'ovulation, ils n'ont pas pris la maturation in vitro. Ça, on va y venir juste après. Pour les femmes qui ont congelé du cortex ovarien, eh ben, il y a à peu près le même chiffre finalement. Il y a 32% des femmes qui ont eu une congélation de cortex ovarien, qui ont réutilisé leur cortex ovarien, qui ont réussi à avoir une grossesse, que ça soit spontanément ou en fécondation in vitro. En ce qui concerne les autres techniques de préservation de la fertilité, donc notamment la maturation in vitro, donc c'est une congélation d'ovocytes sans stimulation ovarienne préalable. Là, c'est une technique qui a été développée au départ pour les femmes qui avaient des syndromes des ovaires polykystiques. Donc il y a beaucoup de naissances qui ont été montrées quand cette technique est utilisée dans le cas du syndrome des ovaires polykystiques. Dans le cas de la préservation de la fertilité, il y a encore très très peu de grossesses décrites. La première grossesse a été décrite par l'équipe de Michael Greenberg, donc chez nous à Clamart, en 2020. Et depuis, il y a très peu de grossesses qui ont été montrées chez des femmes qui ont réutilisé leurs ovocytes congelés dans le cas de la maturation in vitro. On a aussi peu de femmes qui ont réutilisé leurs ovocytes, mais en tout cas, très peu de grossesses et de naissances décrites. Et enfin, en ce qui concerne les agonistes de la GnRH, les données sont plutôt contradictoires. Donc il y a eu une grosse revue systématique qui avait été publiée récemment dans Fertile Stérile, où ils reprennent un peu toutes les méta-analyses et toutes les conclusions des méta-analyses, et on voit que c'est très discordant, que ça soit sur le risque, surtout en ce qui concerne les chances de grossesse et de naissance. Donc quand on regarde tout ça, finalement, la technique qui semble la plus éprouvée et pour laquelle il y a plus de chances de grossesse, c'est la congélation d'ovocytes après stimulation ovarienne. Et donc la question qu'on va se poser essentiellement, c'est finalement quels sont les risques de cette technique. Donc cette technique, donc comme je vous l'ai dit, c'est la technique de référence. Pour nous, elle est réalisée quotidiennement dans les centres de médecine de la reproduction, donc c'est une technique qu'on sait bien manier. Aujourd'hui, depuis 2011, il y a une technique de congélation ovocytaire qui s'appelle la vitrification qui est bien maîtrisée. Et donc aujourd'hui, on sait congeler les ovocytes, ce qu'on ne savait pas faire avant. L'ancienne technique de congélation ne fonctionnait pas bien avec la congélation ovocytaire. Et puis, c'est une technique qui présente peu de complications à court terme. Maintenant, cette technique, elle présente aussi des inconvénients, notamment dans le cadre de la prise en charge du cancer, notamment lorsqu'il faut commencer les traitements en urgence. De plus, l'objectif, c'est quand même d'obtenir un nombre d'ovocytes assez important. Et plus on augmente le nombre d'ovocytes qu'on congèle, plus on augmente les chances de grossesse et d'enfants avec la réutilisation. Mais il faut éviter quand même le risque d'hyperstimulation, le risque de syndrome d'hyperstimulation. Et puis, on sait bien qu'avec nos traitements, il va y avoir une élévation des taux d'œstradiol circulant qui peuvent être jusqu'à 10 à 20 fois la normale. Pour ce faire, on a adapté les protocoles de stimulation de l'ovulation. Donc déjà, on a montré, grâce à l'avènement de la préservation de la fertilité, qu'on pouvait démarrer la stimulation à n'importe quel moment du cycle, alors qu'on avait l'habitude de commencer en début de phase folliculaire. Donc le fait de savoir qu'on peut démarrer à n'importe quel moment du cycle, et bien pour les femmes qui sont en phase lutéale, on peut démarrer tout de suite, donc il n'y a pas de délai avant de démarrer les traitements. Après, on a quand même un délai incompressible de la stimulation jusqu'à la ponction qui dure 15 jours, mais finalement un délai qui n'est pas si long que ça. Et on a montré, nous, lors d'une étude récente, que même dans le cas des chimiothérapies néoadjuvantes, quand on fait de la stimulation, on ne va pas décaler le délai de début de la stimulation. Ensuite, pour éviter le risque d'hyperstimulation, on peut aujourd'hui déclencher l'ovulation avec des agonistes de la GnRH. Et là, on sait que le syndrome d'hyperstimulation sévère, qui sont ceux qu'on veut éviter, sont quasiment inexistants avec ce type de déclenchement. Donc maintenant, la question qui va se poser réellement, c'est quel est l'impact de l'élévation des taux d'œstradiol circulant chez nos patientes. Déjà, on va voir qu'il y a plusieurs manières de diminuer ce taux d'œstradiol circulant, notamment en utilisant des traitements associés à la stimulation, comme les inhibiteurs de l'aromatase. Donc maintenant, pourquoi est-ce que l'élévation des taux d'œstradiol circulant pourrait avoir un impact sur le cancer du sein? Donc déjà, tout ça, c'est des choses que vous savez bien. L'œstrogène, c'est un facteur important dans la genèse des cancers du sein.
Il y a des questions qui se posent sur l'impact des taux élevés d'œstradiol dans la genèse des cancers du sein, même ER-. Et puis, il y a des études qui ont montré, alors là, il y a un bug dans ma présentation, ce n'est pas cette étude-là que je voulais vous montrer là, mais des études qui ont montré qu'il pouvait y avoir une prolifération des cellules mammaires secondaires à des taux élevés d'œstradiol dans le cadre de la stimulation d'ovulation pour FIV. Et ça, c'est les cellules mammaires tout venant. Donc, dans cette étude, ils avaient regardé le KI67 essentiellement. Il y a très peu d'études qui ont finalement regardé s'il y avait un impact de la stimulation sur la progression des cellules mammaires cancéreuses. Il n'y a qu'une seule étude qui a été faite chez la souris, et c'est uniquement un abstract qui a été publié à l'Échreux en 2020, et j'ai regardé hier soir, l'article n'a pas été publié, où dans cette étude, qui est pourtant assez intéressante, ils ont pris des souris nudes, chez qui ils ont greffé des cellules cancéreuses mammaires fluorescentes. Et ensuite, chez ces souris, ils ont fait 3 groupes, soit pas de stimulation, une stimulation avec de la FSH classique et une stimulation avec de la FSH et du létrozole. Et 15 jours après, ils ont sacrifié les souris et ils ont regardé la prolifération de ces cellules mammaires fluorescentes. Et donc dans cette étude, ils ont montré que quand on stimulait avec de la FSH seule, il y avait une prolifération des cellules in vivo, avec une taille de la tumeur après sacrifice et une prolifération cellulaire qui était plus importante. Et que quand on les stimulait avec du létrozole, il n'y avait plus du tout de prolifération cellulaire et on retrouvait quelque chose qui est quasiment identique aux souris qui n'avaient pas eu de stimulation. Ils ont également regardé les métastases et ils ont montré qu'il n'y avait pas du tout de métastases après 15 jours de greffe chez les souris qui n'avaient pas eu de traitement, très peu de métastases dans le groupe des souris qui avaient eu du létrozole et par contre, plus de métastases dans les souris chez les souris qui avaient eu la stimulation avec FSH seul sans létrozole. Donc sur le principe, c'est une étude qui est très intéressante parce qu'elle permet réellement de regarder la possible impact sur les cellules mammaires circulantes. Par contre, dans cette étude, ils n'ont pas du tout regardé ce qui est fait dans la vraie vie, le fait d'avoir de la chimiothérapie juste après, ce qui pourrait aussi finalement annihiler cet effet-là. Donc c'est juste une étude chez la souris, mais qu'il faut prendre avec des pincettes pour l'interprétation. Et puis, du coup, il y a aussi des choses sur lesquelles on peut se poser des questions un peu de cette stimulation. C'est que, notamment, le taux d'œstradiol circulant, cette élévation du taux d'œstradiol circulant, elle est très transitoire. Elle dure moins de 10 jours sur la durée de la stimulation. Je vous ai dit, une stimulation, ça dure environ 15 jours. Les 5 premiers jours, l'élévation, elle est physiologique. Donc, c'est vraiment sur les 10 derniers jours et encore où il peut y avoir une augmentation importante. Et puis, la chimiothérapie est débutée rapidement, pardon, pas après la fin de la chimiothérapie, mais après la fin de nos traitements. Et donc, on peut se poser la question si finalement la chimiothérapie, comme elle est débutée tout de suite après, même s'il y a eu un petit début de prolifération cellulaire, eh ben, ça peut être aussi contré par la chimiothérapie. Et donc, finalement, est-ce que ces protocoles de stimulation en cas de préservation de l'infertilité impactent réellement le pronostic du cancer ? Donc, quand on va... Là, je vais vous montrer un peu les données de la littérature qui sont toutes assez récentes. Les points clés auxquels il faut faire attention pour analyser la littérature, c'est le moment où la chirurgie est faite. Donc, est-ce qu'on a fait la stimulation de l'ovulation en chimiothérapie adjuvante ou néoadjuvante? On va voir qu'il y a des données plus importantes dans le cadre de la chimiothérapie adjuvante, mais il y a aussi des données sur la stimulation en cas de chimiothérapie néoadjuvante. Il faut regarder s'il y a eu des traitements qui ont été associés, et notamment des anti-aromatases, quel était le groupe contrôle, et puis bien évidemment le recul pour pouvoir parler de survie sans récidive. Et puis juste pour information, il faut faire attention, aujourd'hui les anti-aromatases n'ont pas l'AMM dans cette indication en France. Nous, on a tendance à le prescrire et on fait signer un accord aux patientes pour qu'elles soient bien au courant qu'on peut l'utiliser. Et puis il y a plein de médicaments qu'on utilise aussi hors AMM en France aujourd'hui. Donc la première grosse étude qui a regardé l'impact de la stimulation sur le pronostic du cancer du sein, c'était une étude qui a été publiée par Kim et Octet en 2016, où il y avait 120 patientes qui avaient une stimulation pour préservation de la fertilité avec du létrozole, 217 patientes contrôle sans préservation de la fertilité, un suivi moyen de 5 ans. Et donc dans cette étude, il montrait qu'il n'y avait aucune différence sur la survie chez les patientes, qu'elles aient reçu une stimulation ou qu'elles n'aient pas du tout eu de préservation de la fertilité. Suite à ça, en 2017, il y a eu une étude qui a été une revue systématique
qui a montré, alors là je ne sais pas pourquoi, ça c'est complètement, c'était les résultats de l'autre étude, celle-là. Bon, une étude sur 464 femmes, de 4 études, donc essentiellement, donc je vous ai dit essentiellement des patientes de l'équipe de Kim, avec des données très rassurantes qui montrent qu'il n'y avait pas d'augmentation du risque a priori, mais c'était juste une revue systématique. Ensuite, en 2020, il y a eu des nouvelles études qui ont suivi cette revue systématique, avec une étude notamment de Mark Long, qui a regardé un peu ces risques-là en fonction du type de préservation de la fertilité. Et donc dans cette étude, ils ont inclus 610 patientes. Ils ont commencé par faire une première étude de survie que vous voyez ici, où ils ont comparé les femmes qui avaient eu une technique de préservation de la fertilité et celles qui n'avaient pas eu de technique de préservation de la fertilité, et ils montraient pas de différence sur la survie dans ces deux groupes. Ils ont également regardé, en fonction du type de préservation, celles qui avaient eu une stimulation ou celles qui n'ont pas eu de stimulation, et là non plus, pas de différence sur la survie. Et ensuite, ils ont regardé chez les patientes qui avaient eu une stimulation avec ou sans létrozole, et là non plus, ils ne montraient pas de différence, sachant que chez eux, ils ont commencé le létrozole en 2013, donc c'est pour ça que les données de survie et le délai chez les patientes avec létrozole est plus court que les patientes sans létrozole. Oula, alors là, il y a un gros bug avec ma présentation. Donc, en 2022, je ne sais pas ce qui s'est passé là. En 2022, il y a eu une nouvelle méta-analyse qui a été publiée qui a regardé les risques de stimulation avant de démarrer les traitements pour cancer. Donc, pour le coup, il y a plus de 1500 femmes qui ont eu une stimulation de l'ovulation, qui ont été comparées à 2386 femmes qui n'ont pas eu de préservation de la fertilité. Donc dans ces 11 études, donc ce n'est pas du tout les bons schémas, je ne sais pas pourquoi il y a ça là. Normalement, il y a les jolies courbes de survie où on voit qu'elles ne sont pas du tout différentes, mais heureusement, il y a les chiffres. Donc avec les risques de récurrence qui sont même diminués chez les femmes qui ont eu une préservation de la fertilité avec une stimulation, la survie sans récidive de la même manière qui semble diminuer et la mortalité également. Donc des données qui sont plutôt rassurantes. Suite à cette étude qui a été suite à cette méta-analyse qui a été publiée en 2022, je vais vous présenter deux études qui sont sorties après. Une étude, alors, je ne sais pas pourquoi il y a tout ça, une étude qui a été publiée par l'équipe de Lille, où de manière intéressante, donc c'est l'équipe de Christine de Canter, ils ont comparé les patientes sur la survie chez celles qui avaient eu une stimulation de l'ovulation avec létrozole et celles sans létrozole, uniquement en chimiothérapie, dans le cas de chimiothérapie adjuvante, et ils ont comparé leurs patientes avec les patientes belges qui, elles, avaient le droit d'avoir eu du létrozole. Donc ils ont 75 patientes qui ont eu une chimiothérapie adjuvante, qui ensuite ont une stimulation de l'ovulation, et qu'ils ont comparé à des patientes qui avaient une stimulation de l'ovulation sans létrozole chez les patientes belges. Et donc dans cette étude, ils ont un délai suivi, un délai de médian qui est de 50 mois environ, et ils ne montrent pas de différence significative sur le risque sur la mortalité et sur le risque de récidive. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors je suis désolée. Là du coup je voulais présenter nos résultats à nous, mais du coup qui n'apparaissent pas du tout comme je le voulais. Donc c'était la thèse de Noémie N. qui vient d'être acceptée dans Fertile Stérile et qu'on vient de publier. Donc on a fait une étude sur les centres de Jean Verlier et d'Antoine Béclair, où on a comparé, nous les patientes, donc on a pris uniquement des patientes qui avaient une préservation de la fertilité. Donc on élimine un peu le biais de sélection des patientes qui n'avaient pas de désir de grossesse ou qui ne voulaient pas du tout faire de préservation de la fertilité. Donc que les patientes qui nous avaient été adressées en préservation de la fertilité. Et on a comparé les patientes qui avaient reçu une stimulation de l'ovulation versus celles qui avaient eu une préservation de la fertilité. Voilà. Alors là, je ne sais pas. Ça, c'est pas mon diaporama, c'est probablement de ma faute. Mais alors ça, c'est pas de ma faute. Bon, je continue à l'oral parce que moi, j'ai les slides. Si vous voulez, on peut tourner l'écran. Ah oui. Je vais le faire. C'est pas toutes les choses. Parce qu'en plus, ça marche
marche bien pour... C'est revenu, mais dommage, c'est pas les bonnes courbes, je suis désolée. Donc du coup, nous, on avait 900 patientes qui avaient consulté, 700 patientes qui sont inclus dans l'étude. Bon, bah, je vous la donnerai, là, je suis désolée, je ne sais pas pourquoi c'est des résultats comme ça. Et donc, nous, on a comparé stimulation, pas de stimulation, le risque de survie sans récidive et la survie globale. Et donc, on retrouve exactement les mêmes résultats que la méta-analyse que je vous ai présentée avant. Donc maintenant, on va faire un petit focus sur le cas de la stimulation tumeur en place. Donc, dans le cas des situations avec une chimiothérapie néo-adjuvante. Donc là, il y a quelques données. Comme je vous l'ai dit, il y en a un peu moins. Dans cette étude de Le Tourneau, ils ont quelques patientes qui ont reçu la chimiothérapie néo-adjuvante et ils ne retrouvent pas de différence chez les patientes qui ont eu une stimulation versus pas de stimulation. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà, donc ça, c'est les résultats de la méta-analyse, donc on voit bien la différence. Et puis, du coup, voilà, donc ça, c'est nos résultats à nous, donc avec les 740 patientes qu'on a inclus et la différence entre les groupes avec stimulation et sans stimulation, on voit bien qu'il n'y a aucune différence sur la survie sans récidive et sur la survie globale. Et donc, dans le cas de la stimulation néo-adjuvante, donc il y a la première étude de Kim qui avait été publiée en 2016, où il y a très peu de patientes, il n'y a que 14 patientes qui ont eu stimulation de l'ovulation avec la tumeur en place, où ils ne montraient pas de différence. La méta-analyse publiée en 2022, où il montre que dans le cas de la chimiothérapie néo-adjuvante, en haut, il n'y a pas de différence et c'est plutôt aussi en faveur de la stimulation. Et donc, dans notre étude à nous, on ne montrait pas non plus de différence, que la chimiothérapie ait lieu en adjuvant ou en néo-adjuvant et qu'on ait fait la stimulation avec ou sans la tumeur en place sur la survie. Donc, finalement, les données qui concernent la sécurité des protocoles de stimulation pour préservation avant cancer du sein, elles semblent très rassurantes. Peut-être même quel que soit le protocole de stimulation. Et donc la question qui se pose, c'est aussi quel que soit le plan de traitement, mais on a vu qu'il y avait quand même moins de données en néo-adjuvant. Si on regarde très rapidement les résultats, on peut même se poser la question d'un effet protecteur avec un risque relatif sur la mortalité qui semble amélioré, mais il faut faire attention à ne pas interpréter trop vite ces résultats. Il y a un biais de sélection important avec probablement des patients de meilleurs pronostics qui vont avoir plus facilement une stimulation, et nous on le montre dans notre étude. Donc il faut un recul supplémentaire, et dans ceux qui pensent qu'il y aurait un effet protecteur, il se pose la question d'un effet éventuellement potentialisateur de la chimiothérapie qui va démarrer juste après les traitements. Donc il faut consolider ces données qui semblent rassurantes avec un suivi plus long, plus de patientes. Et donc pour terminer, finalement sur le choix de la technique de préservation de la fertilité, ce qui est important, c'est de vraiment peser les bénéfices, la balance entre les bénéfices et les risques, de bien expliquer tout ça à la patiente et de prendre finalement une décision vraiment à trois avec la patiente, les oncologues et les médecins de la reproduction. Merci pour votre attention et désolée pour ce soir.